La question, c'est désormais de savoir si cette agglomération, si ce regroupement permettra à nos établissements publics et à nos communes de prendre une nouvelle dimension. La loi de 2010 crée une nouvelle forme de structure intercommunale plus intégrée, la métropole. Il faut alors un ensemble de 400 000 habitants dans une aire urbaine de 650 000 habitants. Seule la métropole de Nice, Côte d'Azur, sera créée sous ce régime. C'est enfin la loi MAPAM, Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, du 27 janvier 2014, qui instaure 14 métropoles, dont Rouen. Créée par le décret du 23 décembre 2014, la métropole Rouen-Normandie succède à un autre EPCI, la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Ostrebert, CREA, elle-même issue en 2009 de la réunion de deux communautés d'agglomération, Elbeuf-Bouches-de-Seine et Rouen, et deux communautés de communes, Le Treillenville et Seine-Ostrebert. Réunissant 71 communes, la nouvelle métropole compte 486 000 habitants. Première question, quelle limite territoriale pour la métropole rouennaise? On observe immédiatement que la notion de métropole est ici envisagée d'un point de vue juridique, s'appuyant uniquement sur des éléments démographiques. De son côté, l'INSEE définit l'unité urbaine par divers éléments, dont la continuité du bâti. C'est donc l'aspect humain qui est ici plus léger. Il apparaîtrait cohérent que les deux notions se rejoignent plus ou moins, qu'il puisse y avoir une superposition entre les limites de l'unité urbaine et de la métropole. La première question qui se pose est donc de savoir si le territoire de la métropole rouennaise est le plus pertinent pour répondre aux critères que nous avons définis, et notamment l'efficacité. Et si le territoire de la métropole, au sens juridique, est bien celui de l'unité urbaine au sens sociologique. Cet élément est important et même essentiel. Nous avons trop souffert, par exemple, que très longtemps la commune de Beauce ne fasse pas partie de la communauté d'agglomération. Cela interdisait à la CREA d'intervenir sur l'aéroport, déjà handicapé par une piste trop courte, une commune de 700 habitants ayant bloqué la construction d'une piste pouvant accueillir les avions qui auraient permis à l'aéroport d'avoir un trafic rentable. Ces événements passés conduisent au fait que Rouen sera la seule métropole française sans véritable aéroport. Voilà le genre d'erreur de stratégie qu'il convient de ne pas renouveler. On pourra retenir qu'une métropole est une ville importante, puissante, capable de rayonner autour d'elle. Deuxième dimension métropolitaine, la dimension de mobilité internationale, qui peut être mesurée par le trafic portuaire et le trafic aéroportuaire. Troisième dimension, le rayonnement économique, mesurable par le nombre de sièges sociaux de multinationales, par exemple, ou des indicateurs sur les classes financières. Quatrième dimension, la dimension culturelle et touristique, mesurée par le nombre de congrès internationaux ou le nombre de nuitées en hôtel par rapport à la population. Cinquième dimension, l'appartenance à une société, comme on dit aujourd'hui, de la connaissance et de l'innovation, mesurée par le nombre d'étudiants, par exemple, ou par les investissements en matière de recherche. Enfin, sixième dimension, la dimension politique, mesurée par exemple par le nombre de lobbyistes que la métropole envoie auprès de l'Union européenne. Eh bien, quel Rouennais ne se réjouirait pas qu'entre ces pôles en plein essor que sont Lille et Nantes, on n'ait pas oublié sa ville dans la désignation des métropoles du nord-ouest français. Pourtant, avant de pavoiser, ne faut-il pas se demander si ce statut éminemment flatteur, mais décrété en haut,
correspond vraiment à la réalité de ce qu'est Rouen en ce début du XXIe siècle. Rouen, jusqu'à l'entre-deux-guerres inclus, dénombre presque chaque année plus de décès que de naissances. C'est l'exemple même de ce qu'on a pu appeler une ville tombeau, qui ne survit et qui n'augmente un petit peu que par un apport incessant d'immigration rurale, de gens venus d'ailleurs. On constate ici le refus, je dis bien le refus, profondément ancré dans la mentalité urbaine. Tout se passe comme si Rouen s'était trouvée en quelque sorte prisonnière de son site. Un site remarquable, bien sûr, perçu comme parfait dès le XVIe siècle. Un berceau encadré de plateaux bordant la Seine, un site où s'enchâssait à merveille la ville de Jacques Le Lieur que vous voyez sur la célèbre gravure. Le seul critère utilisé dans la loi MAPAM, à savoir un seuil démographique de 400 000 habitants, tranche avec les définitions les plus courantes du fait métropolitain. Dans l'acception habituelle, les métropoles ne sont pas seulement des villes fortement peuplées, ce sont avant tout des pôles urbains puissants qui accueillent des services collectifs rares et diversifiés et qui, de ce fait, sont en mesure non seulement de jouer un rôle de commandement et de connexion d'une aire d'influence régionale, mais également d'intégrer cet ensemble régional dans les grands réseaux interurbains extérieurs d'échelle nationale ou transnationale. Personne ne doute plus aujourd'hui que l'environnement soit un des grands enjeux du XXIe siècle, et dans ce contexte, la métropole Rouen-Normandie reste très concernée par les pollutions, qu'elles soient d'origine industrielle, domestique ou agricole. Face à cela, la métropole dispose d'atouts considérables pour à la fois offrir un cadre de vie agréable à ses habitants et redorer son image à l'extérieur. Un patrimoine historique important, un patrimoine forestier sauvegardé et ouvert au public, et un patrimoine fluvial en cours de valorisation dans toutes ses dimensions urbaines et festives, économiques et hydrologiques. C'est ainsi que les faiblesses de notre métropole sont en train de devenir une force pour valoriser l'image de Rouen. La création de la métropole est un atout également pour fédérer l'archipel des structures qui, à des titres et des niveaux divers, interviennent dans le secteur de l'environnement. Cette métaphore avec le rugby transformer l'essai, parce que quelque part c'est ça aussi qui est l'enjeu de la métropole rouennaise aujourd'hui, c'est de transformer l'essai. Et bien cette manière de transformer l'essai, elle peut se faire sur la qualité de l'espace public, sur une offre diversifiée de logements en centralité, sur une qualité de structuration du réseau de transport collectif et une vraie lisibilité de ce réseau de transport collectif qui sera d'autant plus facile à développer demain que sera réalisée la nouvelle Paris-Normandie. Et puis, peut-être, mais ça c'est parce que je suis directeur d'agence d'urbanisme que je le dis, que c'est un des principales utilités de l'agence d'urbanisme, c'est bien d'être un lieu de dialogue et de débat, mais en ayant cette capacité à développer le dialogue, y compris avec les espaces périurbains, ce que fait déjà la métropole, notamment avec l'agence d'urbanisme, notamment dans le cadre de ce qui s'appelle aujourd'hui la conférence des territoires. Mais il y a vraiment une nécessité absolue qui est une des peut-être responsabilités les plus grandes d'une métropole, c'est d'être en capacité de développer le dialogue avec les territoires environnants. S'il fallait tirer une conclusion de cet examen partiel, il faudrait rappeler que lors d'une enquête relativement récente, elle remonte à l'an 2000, menée sur les principales villes européennes, dont Rouen seul en Normandie faisait partie, la cité appartenait à la catégorie de celles peu nombreuses dont la notoriété était, avec évidence, notoirement inférieure à la réalité. C'est l'exemple de cet understatement, cette sous-estimation, caractéristique du tempérament rouennais, dont André Siegfried, dans son temps, avait décelé la nature et dont certains, encore aujourd'hui, même parmi nous, prolongent l'influence. Et on en trouve la trace dans toutes les strates du terrain composé précédemment énuméré qui constitue notre ensemble urbain. Saurons-nous nous garder d'une solution qui multiplierait les pôles d'autorité,
avec les confusions et les superpositions dont le comportement français se révèle si souvent friand. Saurons-nous nous garder d'un choix qui privilégierait la Normandie littorale et qui laisserait à l'attraction parisienne le reste de l'espace normand, rompant de fait et pour longtemps avec cette unité que l'on cherche précisément à rétablir? Je vous remercie. Pour devenir une vraie métropole, il faut des racines. Ces racines, on en a longuement parlé ce matin, Rouen en dispose. Elle a des hommes, une culture, des métiers. Cependant, et c'est le deuxième point, les symboles ne suffisent pas, et donc il faut une force économique pour éviter, c'est peut-être un peu violent ce que je vais dire, de ne devenir qu'un musée. Je vous remercie. Il faut que la plupart des cours qui soient dispensés dans notre université, ça va peut-être vous choquer, soient dispensés en anglais. Ceci est vrai non seulement pour accueillir les meilleurs étudiants européens, mais c'est vrai à l'inverse pour accueillir les meilleurs enseignants européens. Parce que quel enseignant européen ferez-vous venir s'il n'est anglophone et s'il n'est pas francophone, pardon, et s'il n'a pas la possibilité d'enseigner en anglais? Il faut donc que la majorité des cours soient dispensés en anglais si on veut positionner notre communauté de recherche à l'international. Eh bien, face à ces limites ou à ces reculs, l'exceptionnelle richesse patrimoniale de notre ville et de quelques sites voisins que je me garderai d'oublier, qui font maintenant partie de la métropole, Rouen Ville-Musée. Cette expression est apparue vers 1860 avec bien sûr des intentions touristiques. Elle se justifie plus que jamais aujourd'hui, puisque Rouen, par le nombre de ses musées, vient immédiatement après Paris et Lyon. On a longtemps tardé à comprendre qu'investir dans la restauration du patrimoine, la mise en valeur de ce patrimoine ou l'ouverture d'un nouveau musée pouvait être un placement rentable, stimulant le commerce, l'hôtellerie locale, etc. Rouen, disait le peintre Pissarro, c'est beau comme Venise. Soyons donc la Venise de la Normandie, avec une image transfigurée, celle de quartiers anciens bien entretenus, ce qui n'est pas encore toujours le cas, avec des monuments exceptionnels bien restaurés. Songeons à la magnifique façade de la cathédrale que tout le monde admire aujourd'hui, et aussi, n'oublions pas, un cadre naturel, paysager, extrêmement remarquable, la vallée de la Seine, et aussi toutes ces forêts qui nous entourent. J'ai calculé que en 20 minutes, de n'importe quel point de l'agglomération, on peut atteindre une forêt ou des bords de Seine verdoyants. Il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent en dire autant. Je crois que le domaine culturel est important pour des tas de raisons sur lesquelles je reviendrai, mais en particulier le fait que les changements institutionnels, les instances de proximité dont on nous parle, la fusion des deux régions vont changer beaucoup de choses. À partir du moment où tout le monde maintenant a une tablette, a un smartphone, a un ordinateur, je crois que bien des choses changent. Mais il y a peu de revues. Il y en a une qui existe depuis 70 ans, qui s'appelle la revue Études Normandes. Permettez-moi, à titre tout à fait personnel, de dire que cette revue est menacée, faute de soutien. Or, je crois qu'une revue de ce genre, qui est transdisciplinaire, elle est essentielle dans le développement d'une région et d'une académie d'ailleurs. On vient d'établir un programme qui paraît tout à fait intéressant pour la chapelle du lycée Corneille, temple de la musique, attendu depuis tant d'années, avec tant de regrets.
La culture, comme toutes les politiques publiques, a également besoin d'une évaluation. Elle n'existe pas à ce jour, ou très peu, sauf de la part du ministère de la Culture, avec la publication de M. Donat, qui est celle des pratiques culturelles des Français, qui est la référence en la matière, me semble-t-il. Notre approche culturelle doit rejeter les fausses bonnes idées, au nombre desquelles des propositions souvent généreuses de création, par exemple, d'un schéma régional de la culture, d'un comité régional de la culture, d'un observatoire de la culture, et j'en passe, autant de structures qui viendront s'ajouter au fonctionnement actuel des services et créera un système administratif pléthorique et budgétivore. J'en ai terminé, je voudrais signaler aux membres de cette honorable assemblée, puisque les deux personnes que je vais citer sont ici, c'est d'une part Patrick Chabert et Nicolas Plantrou, qui ont été rapporteurs de deux rapports absolument intéressants et deux rapports de référence au Conseil économique et social. Nicolas Plantrou sur un rapport qui s'appelle « Projet culturel normand, l'affirmation d'une région » et Patrick Chabert vers un schéma régional de développement culturel, culture, acteurs et territoires, actes 2 et 3. Deux ouvrages de référence qui sont, à mon avis, qui est tout à fait d'actualité, sur lesquels on peut s'appuyer. Je vous remercie. Et donc, vous voyez que les dimensions patrimoniales et les dimensions culturelles sont importantes, parce que de toute façon, oui, pour le développement économique, oui, pour le rayonnement de l'image, oui, pour le fait que de nouveaux arrivants, ça puisse servir, que ça puisse être attractif, mais oui aussi parce que ça améliore en permanence le cadre de vie dans sa dimension matérielle ou immatérielle. C'est la dimension de la culture. Dans sa dimension matérielle ou immatérielle, de la qualité de la vie de chacun, quelle que soit par ailleurs sa manière de vivre, son degré de culture, ses revenus et son niveau social. D'abord, je me félicite de voir que notre colloque, organisé par l'Académie des sciences, arts et lettres, se transforme de plus en plus en un dialogue, en une discussion tout à fait intéressante et passionnante. Il faut donc un territoire pertinent. L'examen de la carte que vous avez montre l'existence d'un trou canine, d'un trou préjudiciable à une organisation harmonieuse de l'espace. La vallée du Cailly, de Déville à Malonnet, fait bien partie de la métropole, ce qui est logique. La route de Buclair à Saint-Père fait également partie de la métropole. Mais comment expliquer que les communes situées entre ces deux axes ne le soient pas? Roumain, Fréquienne, Bocaz, Pissipoville, Fontaine-le-Bourg ou encore Cailly, Claire ou Saint-Georges-sur-Fontaine, mais surtout Pavilly et Barentin font bien partie de notre agglomération et n'ont pas adhéré à la métropole. Ce sont les territoires des communautés de communes des portes nord-ouest et de Caux-Ostrobest. Ne perdons pas de temps pour engager ces réformes, car elles se feront tôt ou tard. Mieux vaut les mener avec enthousiasme pour pouvoir concentrer les énergies sur la réalisation de projets mobilisateurs permettant de transformer notre agglomération en grande métropole. Rouen peut retrouver la place qu'elle avait jadis dans le concert des grandes villes françaises et européennes, j'en suis convaincu. Il faut du courage, il faut de la volonté. J'en suis persuadé, c'est ce que veulent les citoyens. Je veux terminer en citant l'économiste Christian Saint-Étienne. Construire des métropoles accueillantes, ayant une gouvernance forte et cohérente de leur développement, c'est sortir de l'ignoble stagnation qui nous mine. Plus que jamais, gouverner, c'est choisir, à condition de savoir ce que l'on fait. Merci. François Gué ne me semble pas très éloigné de ses thèses. Il a rappelé fort justement l'importance de ce triangle métropolitain, et bien entendu, il ne faudrait pas que la création de l'unique métropole rouennaise affaiblisse bien sûr ce qui est un atout tout à fait considérable pour la Normandie, à savoir ce triangle métropolitain. De recherche, on a mis en évidence, on a mis en lumière les faiblesses de notre agglomération. Elles sont réelles. Elles sont en effet, je pense, surtout préoccupantes en matière de recherche.
La démocratie est un bien plus que précieux. Le risque de la métropolisation, c'est de nous en offrir une image évidemment plus moderne, mais dont je ne suis pas tout à fait certain qu'elle répondra à l'essentiel du cahier des charges. Et puis la métropolisation sur le plan purement organisationnel va poser d'autres questions, des questions d'organisation cette fois-ci, qui sont des organisations administratives, avec des risques, nous ne nous voilons pas la face, des risques d'une forme de montée en puissance de la technocratisation. Enfin, l'action de l'État territorialisée est ordonnancée, et je trouve que c'est bien que cela soit ainsi, autour des préfectures et des rôles que les préfets doivent y jouer. Je conclurai mon propos en disant que en 10 ans, nous aurons eu, si vous êtes préfet, durée moyenne d'exercice d'une mission préfectorale en Seine-Maritime, 1 an et demi. Nous réfléchissons à la